Reprenons notre étude là où nous l'avons laissée, c'est-à-dire nous devons maintenant connaître les raisons pour lesquelles dans un signal RMN, il peut y avoir plusieurs pics. On sait que cela vient d'une interférence entre protons suffisamment proches les uns des autres. Nous savons déjà analyser le nombre de signaux, c'est-à-dire le nombre de protons isochrones. Nous savons analyser les positions relatives en déplacement chimique en fonction du blindage et du déblindage. Nous allons nous intéresser aux interactions entre protons voisins. Commençons par une situation suffisamment simple. On imagine que sur deux carbones voisins vicinaux sont accrochés deux protons qui appartiennent à des groupes différents, qui sont non isochrones entre eux et suffisamment différents pour que la machine ne les confonde pas. Donc je les appellerai HA et HX. Les lettres ont été choisies justement pour bien dire qu'ils sont très différents l'un de l'autre. On s'intéresse à la forme du signal que prendra le HA, c'est-à-dire quelles seront les conditions de sa mise en résonance. La vraie question est donc de savoir quel est le champ magnétique qui va réellement être perçu par HA. Au début de l'histoire, la machine crée un champ B0. Mais nous savons déjà que le proton ne reçoit pas directement le champ B0. Vous savez que le champ magnétique est responsable de sa résonance, du retournement de son spin nucléaire. Nous savons que quand il y a des électrons dans son voisinage direct, ceux-ci vont exercer un effet de blindage, et nous savons donc que le champ qui est déjà reçu réellement par le proton HA est modifié par l'écran électronique. Il reçoit son champ BA, dont nous savons d'ailleurs qu'il est responsable de son déplacement chimique initial. Ok, donc déjà les électrons font que c'est pas B0 qui est reçu, mais BA qui est reçu. Et puis maintenant, nous regardons un petit peu autour. Je vous rappelle que si le champ B0 avait été transformé en BA, c'est parce que les électrons étaient en mouvement et eux-mêmes percevaient le champ B0 de la machine. Cela avait induit une réponse dite en loi de Lenz, un champ magnétique d'opposition créé par les électrons. Oui, mais autour du proton HA, près du proton HA, il y a aussi les autres protons voisins. Ici, le cas de HX. HX, lui aussi, ressent le champ magnétique BA, le champ fourni par la machine, perturbé par les électrons du voisinage. Mais c'est aussi, encore une fois, l'histoire d'une charge soumise à un champ magnétique. Elle va, elle aussi, répondre en champ d'opposition, en champ induit. Cela veut dire que quand elle reçoit le champ BA, le spin nucléaire du proton HX commence à s'orienter et il peut, comme au début de l'histoire, lui aussi prendre deux orientations. En se retournant, il crée un champ magnétique induit. Certes, il est d'intensité faible, mais il est lié au sens de retournement. Donc si on résume l'histoire, chaque sens de retournement va être à l'origine de la création d'un petit champ, champ petite intensité, dû au proton HX voisin. Conclusion de l'histoire. La machine a créé un champ B0 initial. Ce champ B0 a été perturbé par les électrons voisins, transformé en un champ BA, mais ce champ BA a lui-même perturbé le proton voisin qui s'est retourné en deux sens possibles, créant encore une fois deux champs d'opposition de même intensité mais de signes opposés. En fait, le proton HA, il ne ressent pas un seul champ, mais bien deux champs d'intensité différentes qui vont être BA plus BX ou BA moins BX. S'il perçoit deux champs, il a deux possibilités de résonance. Donc il ne va pas y avoir un seul signal apparaissant sur le spectre, mais bien deux signaux correspondant aux fréquences associées à ces deux valeurs de champ différentes. Voilà pourquoi lorsque un proton a un couplage avec un autre proton HX voisin, eh bien, on observe deux pics de résonance et que le signal sera qualifié de doublé. La distance entre les deux nouveaux pics qui vont apparaître, elle est due au fait que HA et HX ont interagi. On associe à cela
une constante de couplage, JAX, dont la valeur, si vous en avez besoin, est donnée et vous permet de positionner avec précision les positions des deux signaux, qui sont donc les deux signaux réellement apparaissants à l'issue de ce couplage spin-spin. J'espère que c'est suffisamment clair pour tout le monde. Voilà comment maintenant je suis passée d'un simple signal singulé, pas de proton voisin, à un signal doublé, un proton voisin. Je pousse le raisonnement à un étage un tout petit peu plus loin. Si au lieu d'avoir un seul proton en couplage, j'ai deux protons en couplage, un AX2, c'est-à-dire j'ai un unique proton de type HA, mais j'ai un ensemble de deux protons chimiquement équivalents capables d'interagir avec le proton HA. Si je reprends le début de l'histoire en accélérant, je sais déjà que je m'attendais à ce que l'environnement électronique ait créé un champ BA, mais ensuite, chacun des deux protons HX va être responsable de la création de petits champs d'opposition. Vous savez, les champs d'intensité BX. Chacun peut créer plus ou moins BX. Donc en fait, les sommes vectorielles correspondant à toutes les possibilités de champs créés vont être au nombre de 3. Vous allez pouvoir avoir un BA plus 2BX, le cas particulier où les deux protons HX se sont retournés dans le même sens. Vous allez pouvoir avoir un BA moins 2BX, le plus petit possible. Et puis vous allez avoir BA, qui correspond à plus BX moins BX. Mais vous m'accorderez que faire plus BX et moins BX, ça vous donne deux possibilités. Donc en vrai, c'est comme s'il y avait 4 réponses possibles. Les deux du milieu se superposent, ont 2 fois plus d'intensité. Donc moi, qu'est-ce que je vais voir ? Je vais voir que le nombre de possibilités de retournement sur la position analogue à la position delta A, sans modification, elle est 2 fois plus grande. C'est ce que vous permet de retrouver encore une fois la construction de l'arborescence. J'analyse proton par proton les conséquences des couplages. Je pars de mon proton HA tout seul, comme s'il n'avait pas de voisin. Je prends en compte le premier HX. Il a la conséquence d'un dédoublage avec la constante de couplage JAX. Il induit qu'au lieu de recevoir le champ BA, on va recevoir le champ BA plus BX ou le champ BA moins BX. Donc, je vois apparaître deux signaux avec la même probabilité d'existence, c'est-à-dire les deux pics que j'obtiens ont exactement la même hauteur. Et puis sur ces deux signaux-là, je fais intervenir l'influence du deuxième proton HX. Chacun des signaux déjà mis en place va à ce tour pouvoir recevoir encore une fois un plus BX ou un moins BX. S'il y a un plus BX, j'augmente la valeur du signal. Mais pour le signal central, vous voyez qu'il correspond à deux situations différentes qui se rejoignent au même endroit, donc une intensité 2. Et pour le 2 fois moins BX, on arrive ici. Donc ça veut dire que sur le spectre, je vais voir le signal le plus à gauche correspondant à BA plus 2BX, le signal le plus à droite correspondant à BA moins 2BX, même probabilité d'existence, même hauteur, et le signal central, deux probabilités d'existence, 2 fois plus haut. C'est effectivement la forme que je retiens pour un signal dit triplet, formé de 3 pics correspondant à l'influence du couplage avec 2 protons vicinaux. Quand on a compris d'où viennent ces couplages, on peut bien entendu utiliser directement la règle des P plus 1 pic. Si j'ai M protons dans un signal de type HA qui sont couplés à P protons dans un signal de type HX, je sais qu'il y aura... Et je me suis rendu compte en disant que j'écris une bêtise. Il y aura bien entendu P plus 1 pic de hauteur différente et l'aire du signal sera proportionnel au nombre de protons dans le groupe que j'étudie, c'est-à-dire bien proportionnel à M.
Je reviens à l'exemple qui avait motivé ma recherche. J'avais bien 3 signaux, il reste à analyser le nombre de pics. Si je m'intéresse au signal CH3, le couplage vicinal que je mets en œuvre est un couplage entre le groupe CH3 et le groupe CH2. C'est-à-dire que CH3 couple avec 2 protons des CH2, donc le signal de hauteur 3H est bien un triplet, il y a bien un couplage avec 2 H du CH2. Inversement, si je m'intéresse au signal bleu CH2, il a une aire de 2H, mais son couplage est dû au fait qu'il couple avec 3 protons du CH3, donc 3 protons égale 4 pics, j'obtiens bien un quadruplet. Pour les hauteurs relatives, 1, 3, 3, 1, je vous laisse continuer l'arborescence pour le retrouver. Quant au H rose, eh bien sur les carbones voisins, il n'y a pas, d'ailleurs c'est des oxygènes, c'est pas des carbones, il n'y a pas de protons, donc il n'y a pas de couplage, c'est un singulet. Deuxième petit exemple très rapide, j'analyse la molécule toujours dans le même ordre, groupe de protons chimiquement équivalent, ces trois-là sont identiques, c'est un groupe de 3 protons et un seul de ce côté-là. Donc 2 signaux attendus, un d'intégration 3, un d'intégration 1. Ensuite, en termes de blindage et de déblindage, je vais chercher les valeurs de des tables. Je ne raconte pas à l'avance ce qu'il va en être. Il me reste maintenant à analyser le fait que les 2 groupes sont bien portés par 2 carbones liés entre eux. Ce sont donc bien des protons vicinaux. Il y a couplage entre les 2. Je le fais apparaître sur ma petite étude. Et je dis ensuite que le signal d'intégration 3 correspondant au CH3 est un signal de 3 protons équivalents en couplage avec un unique H voisin. Je m'attends donc à avoir un doublet. Inversement, le signal, je vais même jouer avec les couleurs pour qu'on soit bien d'accord, le signal correspondant à un seul H d'intégration 1 est en couplage avec 3 H identiques, c'est donc un signal de 4 pics. Je m'attends à avoir un quadruplet. Allez, encore un petit exemple pour aller un tout petit peu plus loin dans l'étude que l'on peut avoir sur la notion de couplage. Si j'analyse la molécule qui m'est donnée, je vois bien que je vais mettre en évidence 3 groupes de protons qui peuvent apparaître comme chimiquement équivalents. Mais il faut que je fasse gaffe que la molécule qu'on m'a donnée possède un plan de symétrie. Donc en fait, je n'ai que 2 groupes. J'ai le groupe des 2 H centraux. Et j'ai le groupe des 4 H qui sont formés de 2 CH2 équivalents, mais qu'à cause de la symétrie de la molécule, vont avoir le même environnement électronique. Donc c'est tout à fait normal que j'ai 2 signaux sur cette courbe. J'attire votre attention sur le fait que j'ai bien un signal vert correspondant à 4 H équivalents, même si sur la courbe il y a écrit intégration 2, et j'ai de l'autre côté un signal correspondant à 2 H équivalents, mais il y a écrit intégration 1, parce que les intégrations sont proportionnelles au nombre de H, et qu'ici il y a un facteur commun entre le groupe 2 et le groupe 4. Une fois que cela est mis en place, je regarde s'il y a des couplages vicinales, c'est-à-dire s'il y a des groupes de H différents qui sont accrochés sur des carbones liés par une liaison chimique. Bien entendu que vous avez des groupements qui sont liés entre eux. Vous voyez bien que les 2 H rouges sont en position vicinale des H bleus. Des 2 côtés, je vois apparaître ce signal-là. Comment est-ce que je vais gérer le fait qu'il y a 2 types de couplage à droite et à gauche ? Je commence par analyser l'influence des H rouges sur le signal des H verts. Parce que je prenne les 2 H de droite ou que je prenne les 2 H de gauche, finalement, le couplage se fait avec les 2 protons centraux. Donc, chacun de ces 4 H n'est en interaction qu'avec les 2 H centraux, 2 voisins, comme vous dites. Moi, je dis un couplage avec 2 H. Un couplage avec 2 H, ça veut dire un signal triplet. Et vous remarquez bien évidemment que le signal des H verts est bien formé d'un triplet. Triplet d'intégration 4, donc de grande amplitude. Je pourrais remarquer au passage que les H verts sont plus près des chlores, donc plus fortement déblindés par les chlores, donc leur déplacement chimique est plus grand. Je m'intéresse au signal qui va être celui des H rouges. Il ne faut pas que je perde de vue que les 2 H rouges sont en couplage avec les 4 H verts, 4 voisins,
4 voisins identiques à cause de la symétrie de la molécule. Par conséquent, 4 voisins égale 5 pics. Je suis en présence d'un quintuplé. Quintuplé légèrement moins déblindé parce que les chlores sont plus loin.